Quand je commence à en avoir marre, quand j'ai envie de sortir, quand ton cerveau il commence à te donner plein d'excuses pour sortir de l'eau, si sur le bateau j'ai pas des gens qui me disent ah, c'est bon que dalle, tu continues, on y va, qui te donnent pas le choix, bah si on te dit tu veux sortir, bah ouais, je veux sortir, j'arrête pas de vomir quoi. Certes, il y a une grosse préparation physique, avec une grosse charge d'entraînement, etc. Une adaptation au froid, mais il y a aussi une grosse préparation mentale. Parce que sur ce genre de défi, c'est aller 80% dans la tête, quoi. Ouais. Quand on est bien entraîné physiquement. Moi, ce que j'aime, c'est fédérer les gens, c'est donner du sens à des actions, et surtout faire des choses pour ces personnes qui sont en situation de handicap, qui vivent dans des structures collectives, et qui attendent qu'une chose, c'est d'exister comme tout à chacun. Je suis sortie de l'eau, j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit, oh, putain, tout l'investissement... parce que c'est lourd comme prépa pour moi, mais pour les proches, notamment mes enfants, c'est... Enfin, ils se la tapent aussi, la prépa, en fait, quoi. Et j'ai pensé à eux, je suis, waouh, ils vont être déçus, quoi. Enfin, mon rêve, ça serait de toucher la côte, d'arriver et qu'on me dise, ouais, il y a tant d'entreprises qui veulent y aller et qui veulent mettre en place des choses pour les personnes qui sont fragilisées par un handicap dans les structures. Salut à tous, bienvenue sur Inspire le podcast. Alors moi je suis Ghislain Morvan, j'ai créé une entreprise adaptée, donc c'est une entreprise qui a pour objectif de recruter des personnes qui sont en situation de handicap. Et j'ai aussi décidé de créer un podcast, une chaîne YouTube, de manière à faire des vidéos conseils que vous pouvez retrouver dans la chaîne, mais également d'interviewer des personnes qui sont inspirantes et qui sont autour du monde du handicap. Alors aujourd'hui, je vais recevoir une personne qui va être plutôt dans l'inspiration, qui a un parcours qui me semble incroyable et qui surtout va nous expliquer comment on peut s'engager dans un projet sportif avec de l'impact. Donc elle a décidé de traverser la Manche pour donner de la visibilité à des causes qui lui tiennent à cœur. La première fois, je ne vais pas spoiler, mais elle a échoué. Mais elle va remettre ça, donc elle va nous expliquer tout ça. Juste avant, j'avais une petite explication par rapport à une vidéo précédente qu'on avait faite et sur laquelle j'avais plusieurs fois prononcé personne handicapée au lieu de à chaque fois m'atteler à dire personne en situation de handicap. Alors comme vous le voyez, c'est pas évident pour moi de le dire à répétition, sachant que au quotidien je m'adresse et je travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, et donc dans une vidéo j'emploie souvent le terme de personne handicapée. C'est le terme qui est quand même communément retenu par la Maison des personnes handicapées, par toutes les associations qui sont autour du sujet. C'est une appellation qui est correcte, qui je comprends peut des fois pour certains ne pas plaire, mais en tout cas, pour moi, il n'y a aucun manque de respect là-dessus. C'est une appellation qui est officielle. Et c'est d'ailleurs une question suspense qu'on me pose souvent pour savoir si on doit dire en situation de handicap et donc complexifier le langage ou pas. Moi, j'ai pour idée que c'est en fait en complexifiant les choses, en essayant justement de mettre des interdits, de mettre des tabous, qu'en fait on rend le sujet beaucoup plus complexe. Alors que si on peut dire comme on le pense, tout en étant bienveillant et respectueux, c'est beaucoup plus efficace pour la cause. Donc, première question. Répondez-moi en commentaire si vous êtes vraiment un défenseur absolu de l'appellation en situation de handicap et si vous en voulez à ceux qui disent personnes handicapées. Ou alors dites-moi l'inverse, mais en tout cas, au cas où ça se refasse, enfin je reprononce cette appellation dans la vidéo, sachez que si j'ai dédié ma vie professionnelle aujourd'hui tous les jours à offrir des projets socio-professionnels, c'est pas pour manquer de respect sur une formulation littérature. Voilà, ça c'est la mise au point est faite puisque ça a été quand même assez commenté la dernière fois. Et donc pour soutenir donc cette cause, puisque vous le savez, je suis un défenseur infatigable de la cause du handicap, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr pour suivre les prochains parcours et les prochaines vidéos conseils. Et puis, sans plus attendre, on va pouvoir accueillir Cindy. Donc Cindy, bienvenue. Cindy, tu es enseignante en activité physique adaptée. Donc adapté, c'est comme les entreprises adaptées, c'est que tu adaptes ton enseignement en fait aux personnes qui sont en situation de handicap. Et puis tu es maître nageur aussi, et spécialisé dans le monde du handicap. En tout cas, tu as vraiment dédié une partie de ta vie justement à accompagner ces personnes. Et tu es une femme de challenge, puisque tu as tenté, comme je l'ai dit une première fois, une traversée de la Manche, sur laquelle tu n'as pas réussi à aller au bout. On peut qualifier ça d'échec ou pas, c'est toi qui vas nous expliquer. En tout cas, c'était une aventure passionnante. Et là, tu remets le couvert, et donc tu vas nous expliquer tout ça. Au sommaire aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est une traversée de la Manche. On va aussi regarder comment on s'y prépare. On voit que tu as des marqueurs de ta préparation physique. Et ensuite, quel objectif in fine, c'est ça qui va nous intéresser aussi, c'est quoi ta motivation derrière, et puis le lien avec le handicap. Voilà, encore une fois, bienvenue, merci pour ton témoignage qui, je pense, va être inspirant. Merci pour ton accueil.
Est-ce que, au-delà de ce que j'ai dit, tu peux te présenter vis-à-vis de ceux qui nous regardent pour expliquer un peu ton parcours personnel? Ouais, donc comme tu l'as dit, moi je suis enseignante en activité physique adaptée et finalement l'objectif, donc je vais reprendre ta petite intro, c'est de permettre à des personnes qui sont comme tout le monde, mais qui, du fait d'un accident de vie ou d'une maladie qui amène un handicap ou d'un handicap, se retrouvent dans des situations qui les empêchent de pouvoir se réaliser. Et donc on compense la situation qui rend handicapante par le biais du sport, par du matériel humain, logistique, etc., pour permettre à ces personnes de pouvoir se réaliser. Donc finalement, souvent pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qu'on va dire en situation de handicap, qui en ont marre, qui disent je suis handicapé. Oui. Et au final, c'est la situation qui rend handicapé. La personne, elle est comme toi, comme moi. Finalement, il n'y a rien qui change en fait. Ben moi, j'ai pas mal de potes qui sont handicapés, puisque c'est comme ça qu'eux-mêmes se définissent, et eux, ça les saoule, cette histoire de en situation de handicap, tu vois, et donc ils disent non, mais moi je suis handicapé, de toute façon, je suis en fauteuil, je suis handicapé, ou voilà. Et il y en a d'autres qui, effectivement, défendent cette idée de situation. Pour moi, ce qui compte avant tout, pour tous les sujets de la vie, c'est le respect. Voilà, à partir du moment où tu respectes les gens, où tu respectes leur situation, et que tu fais en sorte de rendre les choses accessibles, et le plus possible, peu importe finalement si c'est une situation ou si c'est leur état, ça définit pas la personne, mais effectivement si elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, bon. Plus on permettra de compenser le handicap, moins on parlera du handicap. En fait, le handicap n'existera plus si la compensation et l'accessibilité est de fait. Donc en fait, toi, par ce que tu fais, c'est aussi ce que tu mets en place, c'est-à-dire que tu compenses le handicap, donc il n'y a plus de handicap puisqu'ils peuvent travailler dans la restauration par rapport à tout ce que tu mets en place avec Trèfle. Ouais, mais on doit quand même reconnaître les efforts d'adaptation qui sont faits. Et le handicap de la personne, parce que si on oublie tout ça et qu'on enlève l'adaptation, ça marche plus non plus. Exactement. Donc, c'est nécessaire. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas décorréler les deux. On est quand même obligé de garder en tête qu'il y a un handicap et que du coup, il y a une adaptation, une compensation, et c'est l'addition des deux qui fait que c'est la vie normale. Mais regarde, une télécommande à l'époque, c'était mis en place pour des personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller jusqu'à la télé. Maintenant, c'est devenu un outil que tout le monde utilise, que tout le monde utilise. Donc en fait, on ne se souvient plus que c'était fait à la base pour des personnes en situation de handicap. Mais c'est rentré dans un objet du quotidien qu'on utilise tous. Donc en fait, plus on rend accessible aux personnes en situation de handicap, plus on facilite la vie de tout le monde. Oui, mais ton exemple est bon. C'est qu'en gros, moi, demain, j'ai plus de piles dans la télécommande, je me lève et je vais changer la chaîne ou je vais bouger le son. Qu'une personne qui est en situation de handicap, en réalité, elle ne pourra pas faire ça, tu vois, elle va avoir... Et s'il lui manque des bras comme Philippe Croison qui avait justement traversé la Manche à la nage, c'est encore plus compliqué. Bon, on va en parler de ça d'ailleurs, puisqu'il est, il est soutien de ton projet. Ouais, exactement. Bon, alors c'est quoi une traversée de la Manche? Alors, la traversée de la Manche, c'est régi déjà par 2 associations anglaises qui organisent ça. Ça se fait dans le sens Angleterre-France. C'est interdit dans l'autre sens, sauf si on décide de tenter un aller-retour. Et en fait, en ligne droite, il n'y a pas de courant, pas de marée, pas de vent, pas de méduse. Ça fait 34 km. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais pas de courant, pas de marée, pas de vent et pas de méduse. Et donc, ça fait plus entre 40, 50, des fois 60 km en fonction du coefficient de marée. D'accord. Que tu fais vraiment ou c'est l'effort qu'il faut faire? En fait, on ne fait pas une ligne droite, on fait une espèce de courbe qui ressemble à un S ou un Z ou même un M des fois, ou un W si le courant va dans l'autre sens. Donc en fait, le courant va nous déporter. Donc soit à un moment donné il va nous faire avancer moins vite, soit des fois il va nous pousser à nous faire avancer plus vite, mais dans tous les cas ça augmente notre distance de nage. D'accord, donc le plus 30% que tu prends, c'est réellement que si on prend le point à point de tout ton circuit, ça fait plus 30%, donc une quarantaine de kilomètres. C'est pas l'effort de nage. Non, tu vois, si tu es sur un bassin de nage, par exemple, tu peux faire 10 km, mais en faisant du surplace. Oui. Là, vraiment, toi, ce que tu comptes, c'est le tracé précis. Ouais. Donc en fait, en vrai, en termes d'effort, il y a même davantage. Ouais, il y a davantage. Tu peux nager, ça peut même aller jusqu'à 60 km en fait, sur un aller, si vraiment il y a un gros coefficient de marée. Notamment sur l'arrivée, en fait, parce qu'on arrive entre le Cap Griné et le Cap Blanc-Nez. Dans l'idéal, c'est arriver sur la plage de la Sirène au Cap Griné. D'ailleurs, si tu as envie de venir à l'arrivée, tu vois, c'est plage de la Sirène. Et en fait, à ce niveau-là, au niveau du Cap Griné, en fonction de la renverse de marée, donc quand on passe de la marée haute à la marée basse, il y a un moment en fait où, si on arrive à ce moment-là, on se retrouve à reculer, voire à faire du surplace, pour ensuite repartir. Donc il y a des gens qui, pratiquement de toi à moi, en fait, arrivaient sur la plage et il y a eu la renverse de marée et se sont retrouvés en fait à ne jamais pouvoir toucher la plage, à nager encore 2 heures pour pouvoir atteindre la plage et bien plus loin, quoi. Donc il y a des fois des abandons même pas à 500 mètres de la plage à cause de cette histoire de renverse de marée. Ouais.
Donc faut le savoir, faut s'y préparer, faut se dire que tant qu'on n'a pas les pieds sur le sable, on n'est pas arrivé, quoi. Ah, c'est dingue ça. Ouais. Ah, tu peux échouer à rien. Exactement, ouais. En fait, dans ce genre de défi, tu peux être prêt physiquement, prêt mentalement. Derrière, il y a une grosse part de préparation mentale. T'es lié à la nature, en fait. Donc, c'est la nature qui décide. Et tu peux avoir de mauvaises conditions météo, tu peux avoir une forte houle, tu peux avoir d'un coup le vent qui se lève, tu peux avoir le courant et les marées qui sont pas avec toi au niveau de la temporisation de ta nage et t'arrives pas au bon moment et tu te retrouves à nager des heures de plus, quoi. Alors ça, c'est un challenge que tu peux pas faire comme ça, toi, ou avec un pote en bateau à côté, rien du tout, c'est ça? C'est vraiment très légiféré ou réglementé, c'est ça? Ce que tu expliquais? Ouais, c'est réglementé. Donc en fait, il y a 2 assos anglaises qui gèrent ça. Donc on réserve auprès d'une association, on adhère à cette association anglaise. Obligatoirement, tu peux pas faire autrement. Non. En fait, ça permet aussi de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de dire oui, je fais un défi, je vais faire ça, ça. Faut pas citer de défi. Mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. Il suffit qu'ils mettent leur trace GPS sur le bateau, ils remontent sur le bateau. Enfin, il y a quand même pas mal de choses un peu, pas très très réglo, mais qui sont un peu suivies dans les médias. Alors que nous, dans le petit monde de la natation, on sait que c'est pas réalisé. Là, en fait, il y a un pilote, un copilote de l'association, qui sont des pêcheurs anglais l'hiver. Et il y a aussi un juge de nage. Donc en fait, ce juge de nage, qu'on paye aussi évidemment, il contrôle tout. Il contrôle notre rythme de nage, il contrôle si on n'a pas les pieds qui coulent et qu'on commence à être en hypothermie, il contrôle si on n'est pas en hypothermie. Enfin, voilà, c'est lui qui peut à tout moment nous faire sortir de l'eau, comme nous disqualifier si on touche le bateau, si on s'accroche à la perche quand on se ravitaille et autres. D'accord, mais alors, ce que tu veux dire là, c'est que c'est un peu réglementé pour vérifier ou authentifier la traversée. Ouais, c'est réglementé parce que ça fait donc pas mal. Je me rappelle plus je crois que c'est en début 1900, enfin la première traversée, je sais plus exactement. Mais en fait, la réglementation fait que du coup tout le monde est sur un même niveau d'égalité. Alors pas au niveau de la météo, mais disons que au moins on sait que si on valide, enfin une des associations valide ta traversée, tu l'as réellement faite. Mais ça veut dire que ça n'empêche pas quelqu'un de le faire comme ça en mode clandestin. Franchement, faut connaître la Manche. La Manche, c'est quand même, c'est là où il y a le plus gros trafic maritime. Il y a des courants quand même vachement importants. On n'y va pas comme ça en se disant tiens, je vais prendre un bateau avec un pote et puis je vais traverser. C'est dangereux. Enfin, c'est quand même pas, c'est pas le lac du Crest, quoi. Tu vois. Donc il y a personne quasiment qui le fait comme ça en mode warrior, j'y vais. Non, et puis par exemple, quand on traverse, donc on nous donne un créneau d'une semaine. Et c'est le pilote qui nous dit quand on part. Voire potentiellement, on peut ne pas partir si la météo est pas bonne. Mais en fait, c'est eux qui savent, en fonction de différentes données météorologiques, de courant et de la vitesse de nage qu'on annonce, quand est-ce qu'on peut partir. Donc c'est vrai que ils ont des compétences que tout à chacun n'a pas, quoi. Eux, c'est leur cours de récréation, la Manche, quoi. Ils ont l'habitude, ils la connaissent par cœur. Bon, ça, tu le savais avant de partir la première fois? Que toutes ces conditions-là, tu savais tout ça? Ouais, j'étais bien renseignée quand même sur comment ça se passait, surtout le fait que voilà, au niveau des pilotes anglais, il faut les laisser faire, faut pas commencer à se les mettre à dos, sinon c'est mort. Donc moi j'avais confiance, je me disais à partir du moment où je décide de collaborer avec un pilote, parce qu'ils font partie de l'équipe aussi, même si on les connaît pas, l'idée c'est de leur faire confiance, quoi, et puis de pas écouter tout à chacun qui te dit oui mais pourquoi tu pars pas maintenant, les conditions sont bonnes. Bah non, s'il me fait pas partir, c'est que je pars pas, donc voilà, faut rester focus et faire confiance. Ok, alors c'est marrant parce que on a tous connu des personnes qui ont fait ça, enfin on voit des fois des... Mais c'est marrant les photos qu'on voit où la personne elle sort, elle est toute blanche, il y a plein de questions autour de ça et c'est ce que je voudrais que tu nous fasses découvrir. C'est réellement, c'est quoi un peu le parcours, les étapes clés, pourquoi d'ailleurs les mecs ils sont tout blancs, pourquoi ils ont du gras sur eux ou je sais pas, enfin j'aimerais que on rentre vraiment dans l'explication concrète de c'est quoi aujourd'hui une traversée, un temps, un équipement, un entraînement, enfin voilà, qu'on aille au bout du... Alors, en équipement, c'est pas compliqué, hein, c'est maillot, bonnet, lunettes. Maillot, bonnet, lunettes, voilà. ok. T'as pas le droit à une combinaison. Donc, pour te protéger du froid... Sauf Philippe Croison qui a eu droit parce qu'il n'a pas de bras, pas de jambes. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, il y a eu des palmes. Ouais. C'est vrai qu'on a l'air ridicule à côté de lui. Du coup, on se dit, je vais faire la manche, j'ai mes bras et mes jambes. Et lui, il l'a fait sans ses bras et ses jambes. C'est un sacré personnage. Ouais, il a fait un truc de dingue. Mais ouais, en fait, lui, sa traversée, du coup, elle n'a pas été validée dans les tablettes des 2 associations qui régissent ça parce qu'il avait une combinaison. Mais dans la réalité, il a fait un truc de malade, quoi. Donc, pour que les traversées soient validées, on n'a pas le droit à la combinaison. Alors, tu peux la faire, hein, tu pourras dire que tu as fait la traversée de la Manche en combinaison, c'est pas le souci. Mais en tout cas, auprès des 2 associations, tu seras pas comme un channel swimmer, quoi.
Et donc ces maillots, donc du coup tu prends un peu de poids. D'ailleurs, si tu regardes un peu les gabarits des nageuses il faut et nageurs prendre de un peu la de poids, Manche. c'est ça que tu dis. Ouais, faut te protéger du froid. Ah oui. Parce que l'eau, elle est entre 15 et 16 degrés, peut-être 17 si t'es vraiment au milieu de l'été. Et tu nages pendant 10, 15, 20 heures. Et donc ça te protège du froid, mais en même temps, est-ce que ça te fait flotter ou comme ça ou pas du tout? Ouais, en fait, bon, de toute façon, t'es dans la mer, tu flottes un peu plus avec le sel. Le sel, ouais. Mais c'est surtout pour protéger les organes D'accord. vitaux. Donc c'est fantastique. Et ça réduit pas la performance? Non, on n'est pas sur le même... Par exemple, des nageurs qui nagent vraiment vite, qui peuvent faire la traversée en 9-10 heures, eux peuvent rester avec un poids de nageurs de bassin, ils vont y aller, ils vont le faire vite, c'est pas trop le même sport que quand tu te retrouves à nager 15 ou 20 heures en fait. Oui, parce que comme c'est des compétiteurs, l'effort fourni, les muscles vont créer une telle chaleur qu'en fait ça va compenser. Ouais, puis ils vont le faire de façon rapide en fait, Ouais. tu vois, si tu traverses en 9 heures, c'est pas la même chose que si tu traverses en 15, tu vois, Ouais. c'est plus la même traversée. Donc quand tu commences à traverser en 10, 15, peut-être même 20 heures des fois en fonction des conditions météo que t'as plutôt intérêt de te protéger du froid parce que tu nages de nuit, tu nages aussi de jour, mais tu peux avoir du vent et donc tu prends un peu de masse graisseuse. D'accord. Et la graisse dont tu parlais, en fait, c'est un mélange de graisse à traire ou de vaseline. La graisse à traire, c'est ce qu'on met sur les pieds des vaches, tu sais, Oui, pour les protéger. oui. Voilà. Alors, je parle pas de celle où on se met ici dans le sud là pour bronzer, donc pas moi, sinon je perds ma peau, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un mélange de graisse à traire, de lanoline, de talc et de zinc. Et en fait, ce mélange fait que on est tout blanc, un peu comme la pâte à cul pour les bébés là. Et en fait, ça protège de tous les frottements. En fait, toutes les zones de frottement, notamment au niveau des maillots avec le sel. C'est comme si tu prenais un Abrasif, tampon vert là, abrasif. voilà, Ouais, voilà. Et donc ça brûle la peau. Et avec le sel, c'est juste horrible. Donc on se protège avec cette espèce de crème qui peut être blanche ou pas en fonction du mélange que tu fais. Et donc ça protège des frottements. Psychologiquement, peut-être un peu du froid. Ouais. Et légèrement des filaments de méduse, voilà, si on se prend un filament de méduse pendant qu'on nage. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la première fois exactement? T'es allé jusqu'où? Ça a été quoi ta performance? Alors, la première fois, je suis arrivée à un peu moins de la moitié. J'ai nagé pendant 6h26. J'avais eu 2 faux départs. Donc 2 fois, le pilote m'avait dit on part le soir. Et puis finalement, on part pas parce que les conditions météo étaient pas bonnes. Donc là, pendant toute la journée, tu te mets en état sophrologique. Tu vois, tu te concentres, tu te prépares. Ton équipe prépare ton ravito et tout. Et puis paf, on dit on part plus. T'es là, non, c'est pas possible. Là, je suis prête, on y va. Donc c'est arrivé 2 fois. Et la 3e fois, en fait, mon pilote m'envoie un message et me dit bon, Cindy, les conditions météo sont pas bonnes. Mais si tu pars pas, on part pas. C'est-à-dire que je sortais de mon créneau. Et donc, après, c'était d'autres nageurs. Et donc, c'est-à-dire ton créneau. Donc, parce que là, les 2 fois où il y a l'aéroport, c'était genre on part le lendemain ou quelques heures après? Ouais, on part dans la journée. Donc 2-3 jours le lendemain. créneau, c'est ça? Non, en fait, on réserve un créneau sur une semaine. Ah, une semaine. Et sur cette semaine, les pilotes placent 4-5 nageurs. Ok. Et en fait, on part seul. Donc, c'est une fois que le premier nageur est parti, ce sera au tour du deuxième, mais il faut attendre que la météo soit bonne. Donc, moi, à la base, j'étais 2e nageuse, mais la première avait déclaré forfait. Donc, j'ai passé première nageuse. Donc, quand il me dit, bon, Cindy, on y va, donc tu te prépares, mais potentiellement, tu peux ne plus partir si la météo change. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand il m'a dit, à 2 jours de la fin de mon créneau, la météo est pas bonne, mais si tu veux, si ça te fait plaisir, on y va. J'ai envie de dire, ça me fait pas forcément plaisir, mais je voulais pas repartir pour un an de prépa, quoi. Donc, on a décidé d'y aller. Pourquoi un an? En fait, le prochain créneau, c'est un an d'attente? Bah ouais, ça m'aurait certainement ramené sur un créneau, sur un trou qu'il aurait dans son planning l'année d'après, quoi. Il y a autant d'attentes pour ça? Il y a pas mal d'attentes, ouais, parce qu'en fait, ça dure 2 mois, en fait, à peu près, enfin, un peu plus, ça va être 3 mois, 3-4 mois, la saison si peu, ouais, parce qu'après, quand il fait trop froid, ça devient compliqué de faire la traversée. Et donc, il y a des nageurs de partout dans le monde, en fait, qui viennent, et c'est rare que dans la Manche, il y ait une bonne météo pendant tout ce temps, quoi. Donc là, l'idée, je suis partie malgré les mauvaises conditions. Ok, bon, tu te dis, de toute façon, voilà, c'est ça, j'attends pas un an, je préfère partir maintenant, tant pis pour les conditions. Voilà. De toute façon, il n'y avait aucune condition qui était bonne. Donc... Ouais, pourquoi? Parce que mon entourage, j'étais dans un entourage pas sympathique, en fait, donc j'avais pas l'équipe que je devais avoir, parce que il y avait une personne de mon entourage proche qui était pas forcément très sympa et qui C'est pas très qui avait pas encourageant. forcément envie que je réussisse et qui était très centré sur lui.
Donc mes amis proches qui devaient être sur le bateau, en se rendant compte de ce qu'était ce personnage, ont préféré ne pas venir. Donc du coup, j'avais une copine qui m'a dépannée au pied levé. Mes bichettes, elle avait le mal de mer. Elle était verte fluo comme les lumières, quoi. Je la voyais dans la nuit noire. Hein, elle vomissait. Elle était verte. Et puis il y avait donc cette autre personne qui faisait tout sauf ce qu'on avait prévu de faire pour que je sois en situation de réussite, quoi. Ah oui, ouais, donc ça aide pas, quoi. Parce que là, j'imagine que mentalement, il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Tu te dis même, qu'est-ce que je fous là? Vrai ou faux? Ouais, Des fois, tu te dis pas, qu'est-ce que je fais là? En fait, bah si, complètement. Tu vois, pour répondre à ta question de tout à l'heure sur la préparation, donc certes, il y a une grosse préparation physique, avec une grosse charge d'entraînement, etc., une adaptation au froid, mais il y a aussi une grosse préparation mentale. Parce que sur ce genre de défi, c'est aller 80% dans la tête, quoi, quand on est bien entraîné physiquement. Et en fait, en 2022, j'ai absolument pas pu me mettre dans mon état qu'on avait travaillé en préparation mentale, parce que cette fameuse personne, en fait, m'avait isolée en fait, de tout l'environnement, et avait mon téléphone, et je me disais, elle est capable de me péter un câble parce qu'on m'envoie un message d'encouragement en plein milieu de la Manche, quoi. Donc pendant 3 heures, en fait, j'ai fixé sur ça en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer si on m'envoie un message d'encouragement? Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, quand tu as cette faiblesse mentale, tu as besoin d'avoir de l'encouragement et pas au contraire un côté négatif, quoi. Donc si c'est sûr que, enfin, les marathoniens le disent, c'est vrai que quand tu es sur les 10 derniers kilomètres, des fois tu as envie de lâcher, tu n'en peux plus, et mentalement, quand tu vois tous ces gens autour qui t'encouragent, qui crient, enfin, tu te dis, bah, tu continues, quoi, ça aide. Ben moi, je suis quelqu'un de festif et qui a besoin de mes amis, qui suis entouré, enfin, et en fait, moi, je voulais que sur le bateau soit la fête. Et sauf que là, c'était pas du tout la fête, c'était même plutôt l'angoisse. Et donc, en fait, j'avais pas les encouragements qu'il aurait fallu. Et la seule question que j'avais dit, surtout, vous me demandez pas. Enfin, il y avait deux choses. Ouais. Vous me demandez pas si ça va. Parce qu'en fait, ça va pas, forcément, quand tu es en train de vomir à triper boyau, si on te demande si ça va, tu vas te dire, bah non, ça va pas. Tu vomis dans l'eau? Ah bah ouais. Ah ouais. En fait, avant mon ravitaillement des 5 heures, j'ai bu une tasse, une grosse tasse. Puis une grosse tasse dans la manche, c'est pas très très sympathique, quoi. Et donc, j'arrêtais pas de vomir, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à boire. Mais en fait, c'est normal de vomir. Enfin, même quand tu t'entraînes, t'apprends à vomir en nageant, quoi. Et on le sait que t'as des passages comme ça où tu vas faire que vomir, ou du coup, t'es pas bien. Enfin, moi, c'est très compliqué. En fait, on vomit à cause de quoi? Bah, tu peux avoir la houle qui te met un peu patraque, tu vois, un peu le mal de mer. Même, tu peux avoir beaucoup le mal de mer, et ça, c'est vraiment dur. Enfin, moi, me concernant, le mal de mer, c'est compliqué à gérer. Tu peux avoir... c'est pas lié à l'effort. Tu vois, moi, par exemple, quand je me mettais la race à l'athlétisme, quand vraiment j'allais au-dessus, je vomissais d'un excès d'entraînement. Alors, c'est pas le même effort, en fait. Quand tu traverses, t'es pas sur un sprint, tu vois, t'es sur un état un peu où tu nages à un rythme qui te permet de nager pendant des heures. Mais t'as ce que tu manges. Quand tu manges, en fait, t'es à l'horizontale ensuite. Donc, ton estomac, il fait un peu ce qu'il peut, quoi. Puis tu bois des tasses, et puis il y a un moment donné où l'organisme, en fait, commence à aller chercher l'énergie au niveau des muscles. Et là, tu commences à te ressentir pas bien, etc. Enfin, il y a plusieurs phases comme ça, où t'es pas bien, où t'as la nausée, mais c'est normal, en fait, faut le savoir. Ouais. Et j'ai un copain, Jacques Tuzet, qui a aussi fait la Manche, qui me disait, Cindy, tant que les bras tournent, tu continues, quoi. Et là, en 2022, mes bras tournaient, parce que j'ai redécouvert des vidéos il y a pas longtemps de cette fameuse traversée. J'ai dit, mais quand même, je l'ai monté à mon préparateur mental, je fais, mais tu remarques quoi sur cette vidéo? Il me dit, bah rien, je sais pas, peut-être que tu nages un peu plus, et comme il y avait de la houle, j'étais un peu moins gainé, etc. J'ai dit, on est bien d'accord que je tourne encore les bras. Il me fait, ouais. Je dis, mais pourquoi je suis sortie 20 minutes après alors? Et c'est juste, on m'a ouvert la porte, en fait. On m'a demandé... C'est la deuxième question. Donc, première question, ça va ou ça va pas? Ok, donc là, il fallait pas. Et la deuxième, c'était? Bah, est-ce que tu veux sortir? Ah ouais. En fait, l'équipe est là pour te forcer à avancer. Par exemple, moi, c'est pas mon ego qui m'amènera à réussir. C'est-à-dire que je vais pas crever dans l'eau pour arriver, tu vois. T'en as, qui ont cette force. Si tu regardes le film Insubmersible là, avec Nayad qui a fait dans Miami à Cuba, elle crèvera dans l'eau, mais elle continuera, tu vois. Ça, elle est impressionnante. Moi, je suis pas du tout comme ça. À un moment donné, je veux pas me mettre en danger, tu vois. Donc, quand je commence à en avoir marre, quand j'ai envie de sortir, quand ton cerveau il commence à te donner plein d'excuses pour sortir de l'eau, si sur le bateau j'ai pas des gens qui me disent c'est bon, que dalle, tu continues, on y va, qui te donnent pas le choix, bah si on te dit tu veux sortir? Bah ouais, je veux sortir, j'arrête pas de vomir, quoi. Donc ouais, et là c'est fini, en fait, la porte elle s'ouvre et tu peux plus continuer. Bon, ouais, c'est terrible. À moins de la moitié. Ouais, à 6h26, en plus, ce qui était dingue, c'est que en fait je souffrais parce que j'avais un spot qui m'éblouissait, en fait. 6h26 du matin? Non, 6h26, je suis partie à 6h26 du départ, pardon, je crois, ou 20h30. Et donc, 2 heures après, il allait faire jour. Ouais. Et je souffrais beaucoup du spot qui m'éblouissait. En fait, ça me faisait tourner la tête. Et c'était une réelle souffrance. Enfin, tu vois, c'est un bon élément de torture, ça, tu vois, la privation de sommeil. Et je pense que, tu vois,
Pendant la guerre, ils devaient utiliser des trucs comme ça. J'en parlais il y a pas longtemps de ça à quelqu'un que moi, la pire souffrance que j'ai endurée, c'est quand t'empêche de dormir. Ouais, bah c'est Tu deviens fou. Mathieu Blanchard qui a fait Tu deviens un fou. ultra trail de 600 Tu bornes. deviens fou, tu sais. C'est horrible. Mais là, il y a le manque de sommeil, donc, que t'as pas trop dans la Manche parce que tu dors pas, enfin, tu t'es pas tapé 5 jours sans dormir, tu vois. Mais le spot dans le visage, quoi. Et ça, pour moi, ça a été horrible. Ça me faisait tourner la tête. Et en même temps, tu vois, si on m'avait dit à ce moment-là, mais allez, il te reste encore 2 heures et t'as le jour qui se lève, tu vois, tu peux te dire, bon, c'est bon, j'en chie encore pendant 2 heures, ça veut dire 4 ravitaux, et après j'ai le lever du soleil. Bon, je l'aurais pas vu, il faisait pas beau, mais quand même, il serait mis à faire jour, tu vois. Ah, tu fais la méthode de la division. En gros, tu divises un petit morceau d'effort, de sorte que... Ouais, okay. Et on vient, tu vois, par exemple, en ce moment, quand je m'entraîne, je compte. Donc je compte donc en piscine, je le fais sur chaque 100 mètres. Quand je nage en mer, c'est sur chaque ravito. Donc je suis là, 1, 1, 1, 1. On passe au deuxième ravito, donc une demi-heure après, 2, 2, 2, 2. Et t'essayes de rentrer dans cet espace un peu où t'es un peu en hypnose, tu vois, où tu te rythmes par ta respiration, mais par ton rythme de tes mouvements de bras, avec cette espèce de truc qui rend dingue, tu vois, où t'es en train de compter. Pendant une demi-heure, tu dis la même chose, quoi. Ah, moi, ça me rallonge le temps, ça, par contre. Je préfère essayer de m'évader, de penser à complètement autre chose, tu vois. C'est trop long pour le faire, long, en fait. Ouais. Le souci, c'est ça. En fait, ce qu'on travaille en nous, en prépa mental, là, avec mon préparateur mental, donc Luc Gégère, en fait, c'est de pouvoir trouver des automatismes et faire en sorte que le cerveau ne parte pas. Parce qu'en fait, quand tu commences à t'ennuyer, le cerveau, il est juste là, mais c'est bon, j'en ai marre, quand est-ce qu'on sort, etc. Et quand il commence à partir, c'est se recentrer sur différents éléments. Alors, ça peut être se centrer sur un scan du corps, ça peut être se centrer sur le fait de compter. Enfin, voilà, l'idée, c'est de trouver plusieurs choses où mon cerveau va se mettre automatiquement, en fonction du besoin, en fonction de la douleur ou autre, dans un état qui va rendre moins compliqué la notion de temps, parce qu'on est obligé de complètement modifier le rapport au temps. Là, tu montes sur le bateau, tu t'assieds, du coup, c'est quoi la première pensée? Qu'est-ce que je fous là? Toujours? Ou est-ce que il y a un regret d'être sorti ou comment? Ah, quand j'ai terminé? Voilà, non, en 2022, ouais. Ouais, 2022, tu sors de l'eau, donc tu montes dans le bateau, genre tu t'assieds, il se passe quoi dans ta tête? Tu te dis quoi là? En fait, sur le moment, j'avais aucun regret. Je suis sortie de l'eau, j'en pouvais plus, j'ai vomi, mais vomi comme jamais j'ai vomi, et après ça allait mieux. Donc je pensais à mes enfants, en fait. Au moment où je suis sortie de l'eau, j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit, oh, putain, tout l'investissement, parce que c'est lourd comme prépa pour moi, mais pour les proches, notamment mes enfants, c'est... Enfin, ils se la tapent aussi, la prépa, en fait, quoi. Et j'ai pensé à eux, je suis, waouh, ils vont être déçus, quoi, enfin... Et donc voilà, c'était le truc le plus difficile. Je savais qu'ils seraient pas, enfin, je les aurais pas déçus, mais qu'ils allaient être quand même déçus pour moi. Et après, ouais, j'ai vomi et je me suis posée sur le bateau. Et j'ai rien fait en fait. J'étais là, plus jamais j'y retourne. Ah, j'allais te poser la question de savoir est-ce que tu t'es pas dit je le referai ou j'y retournerai ou non. Je suis ressortie de là, j'étais dégoûtée, c'était plus jamais j'y retourne. En plus, 2 jours après, je voyais qu'il faisait beau, je voyais des vidéos sur les réseaux sociaux où t'avais mon bateau, enfin mon pilote avec mon juge de nage, c'était la fête sur le bateau, il n'y avait pas de houle ni toi. J'étais mais c'est pas possible. Enfin, je trouvais ça pas juste et puis tout ce qui gravitait en fait autour de cette traversée m'envoyait à des choses douloureuses en fait, donc je voulais plus en entendre parler. C'était la Manche, c'était terminé quoi. D'ailleurs, je suivais plus rien de ce qui se passait de la Manche. C'était vraiment un espèce de, j'avais fermé la porte. Donc là, depuis, tu as fait du chemin et tu t'es dit, je vais garder tout ce qui a réussi et je vais éliminer tout ce qui était un peu toxique et qui était pénalisant, comme notamment l'accompagnement sur le bateau, l'environnement. C'est ce que tu t'es dit là comme nouveau challenge. Donc l'entraînement, il avait été déjà bon la première fois. Tu reproduis l'entraînement et là, c'est quoi que tu changes pour réussir? J'ai changé plein de choses. Déjà, quand je suis revenue de la Manche, je suis partie en quête de paix. Fallait que je me reconstruise. Donc je me suis éloignée de cet épouvantard, tu sais, comme dans Harry Potter, là, tu sais, les espèces de monstres là, qui te prennent toute ton énergie et tout, là, je me suis éloignée autant que j'ai pu de cette personne. Et je suis partie en quête de reconstruction. Je suis partie à pied en Allemagne, sur les retraces de mon grand-père qui avait été au service du travail obligatoire, qui bossait sur un barrage. Je fais des trucs comme ça où je cherchais pas, enfin je partais où le vent me menait, fallait que je trouve des réponses, ou en tout cas que je trouve le chemin que j'avais envie de prendre. Et puis après, voilà, j'ai continué, j'ai créé Envie de Sens.
donc ce qui était la suite de tout ce que je fais depuis 20 ans autour du handicap. Ouais, on va en parler justement de l'objectif. Voilà, et puis au fur, donc voilà, après ensuite j'ai recommencé à faire des traversées, mais en accompagnant des personnes en situation de handicap, comme j'avais fait avec Philippe Croison, donc qui est un nageur qui était quadri-amputé, enfin qui est toujours quadri-amputé d'ailleurs, et qui a fait le Paris-Dakar, qui avait fait la traversée de la Manche aussi. Donc j'avais nagé avec lui, avec des jeunes de son académie. Et ça avait du sens pour moi. C'est-à-dire que je nageais pas pour moi, je nageais avec les autres et ça m'a permis de retrouver du goût à nager. Et puis jusqu'à cet été, en fait, où un copain m'a demandé de venir inaugurer un des défis qu'il organisait là-haut, au niveau de l'arrivée de la traversée de la Manche, avec son association, le défi des 2 caps. Et je me suis retrouvée, au bout de 2 ans sans nager, à faire un cap greené, donc l'arrivée de la Manche, de la traversée de la Manche à Calais, donc 24 bornes. Et donc, voilà, j'avais Morgane qui était déjà sur mon bateau, sur ma première traversée de la Manche, qui était venue. On avait besoin aussi la un peu copine qui vomissait partout. Ouais, c'est ça. Elle a pas vomi. Et elle avait aussi besoin, elle s'en voulait, en fait, de ce qui s'était passé, parce qu'elle avait rien pu faire, en fait, pour essayer de changer le comportement de l'autre personne qui était sur le bateau. Et là, le fait qu'elle vienne, voilà, on bouclait une boucle, c'était quand même chouette, quoi. Puis quand même, en sortant de se traverser, donc j'avais réussi à nager 6 heures sans être entraînée depuis 2 ans. Je voyais l'Angleterre au large, j'étais là. Oh. Puis finalement, mon entraîneur, enfin la personne qui est mon entraîneur aujourd'hui, la Nino Fraghella, m'a dit, Cindy, si tu veux, j'ai un créneau pour la Manche, je te le donne. Enfin, je te le donne. On change de nom et je te le file. Et là, je suis allez, on y va. Et c'est comme ça que c'est reparti, en fait. Mais il m'a fallu 2 ans et demi pour cheminer et puis me dire allez, on va convertir le truc, et puis tout ce que j'ai appris la première fois, m'en servir, et puis essayer de faire quelque chose de lumineux autour de cette nouvelle traversée. Ouais, là tu vas pouvoir faire un tas de posts sur LinkedIn comme on voit tout le temps avec l'échec, la réussite. Tu vois. Non, mais je plaisante. Ouais. On en voit assez, c'est bon. Ouais. Non, en fait, pour moi, alors ça m'a fait mal aux dents. Je vais pas dire que j'étais super contente d'avoir échoué la première fois. Puis il y avait tellement de choses compliquées autour de ce truc. Mais au final, cette aventure, quelle qu'elle soit, elle m'a fait cheminer dans d'autres directions. Et c'est super, c'est riche d'apprentissage. Ça fait mal sur le moment, mais après, c'est vachement riche d'apprentissage. Et je suis finalement heureuse de tout ce que j'ai pu vivre depuis, quoi. Alors, la question qui vient, j'imagine, à chaque fois, c'est pourquoi ? Quel est le sens quel est le sens de ce challenge que tu te fixes ? La première fois, il n'y avait pas vraiment de sens. C'était un truc lancé un 1er avril où j'ai dit je vais traverser la Manche en tractant Yann, un jeune homme polyhandicapé dans un bateau pneumatique. Sauf qu'en fait, tout le monde m'a cru parce qu'ils avaient l'habitude que je fasse des trucs un peu dingues. Et puis un copain m'a lancé chiche. Puis je fais allez, pourquoi pas. Puis j'avais refait une traversée avec justement les jeunes de l'académie de Philippe Croison aux 2 caps là-haut. Et une personne m'avait dit mais pourquoi tu le fais pas ? Enfin, j'en ai vu des nageurs, franchement, vas-y. Puis je balance comme ça, trouve-moi un bateau et j'y vais. Et en fait, cette personne m'a trouvé un bateau, quoi. C'était le père de l'épouvantaire, justement. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à faire la Manche. C'était pas un rêve, en fait, à la base. Moi, j'étais sprinteuse, j'étais nageuse sur 50 nages libres. Alors, à partir sur cette distance, c'était pas du tout mon truc. Alors, s'il y en a qui ont fait un misclic et qui attaquent là maintenant, quand Cindy dit faire la Manche, on parlait de on parlait de la traversée. Ouais. J'essaie de faire la Manche pour financer la traversée. On y viendra à la fin. Mais ouais, c'est ça. Mais donc là, il n'y avait pas de sens. Donc la première fois, j'avais essayé de, malgré tout, mettre en place des choses autour de ce que je faisais depuis 20 ans avec mon association en vol, autour du handicap. Donc je voulais en fait que ce soit un outil qui crée du lien entre les personnes en situation de handicap et monsieur, madame, tout le monde. Sauf qu'en fait, j'avais rien pu mettre en place de ce que je voulais mettre en place parce que on m'empêchait de le faire. Et là, cette fois-ci, le fait d'y retourner, c'est un peu une revanche dans le sens... moi, ce que j'aime, c'est fédérer les gens, c'est donner du sens à des actions et surtout faire des choses pour ces personnes qui sont en situation de handicap, qui vivent dans des structures collectives et qui attendent qu'une chose, c'est d'exister comme tout à chacun. Et la Manche, finalement, j'espère que ça sera un outil qui permet de créer du lien entre ces personnes qui vivent en structure collective, des collaborateurs d'entreprise et monsieur et madame tout le monde. Mais qu'ils aient plaisir, en fait, à se retrouver. D'accord, donc c'est un outil pour attirer les projecteurs, la visibilité et sensibiliser. C'est ça, c'est comme ça que tu veux le faire, un peu comme quand on fait la course pour une téléthon, ou pour une action, ou pour la lutte contre le cancer. C'est ça, c'est créer l'événement autour d'un challenge qui va attirer de la visibilité pour défendre une cause. C'est ça ta façon de voir la chose ? Ouais, en fait, moi, ça fait 20 ans que je mets en place des actions autour du handicap, pour les personnes en situation de handicap par le sport. Je me rends bien compte qu'en fait, quand on parle du handicap, ça va toucher des personnes qui ont cette sensibilité, comme toi, ou des personnes qui sont touchées par le handicap. Mais d'une façon générale, quand même, c'est pas le sujet
funky, quoi. D'ailleurs, Philippe Croison me le disait, quand au début il faisait ses conférences en entreprise, quand on annonçait qu'il allait parler de handicap, il n'y avait pas grand monde. Maintenant qu'il annonce qu'il va parler de résilience, de dépassement de soi, etc., ces conférences, elles sont toutes pleines, et il est demandé de partout. Et en fait, c'est une réalité. Le handicap, c'est pas fun. Donc, par contre, une traversée de la Manche, même en ayant échoué la première fois, enfin quand je dis échoué, c'est pareil, hein, c'est juste le fait d'avoir arrêté, hein, je vois bien que ça amenait de l'intérêt en fait. On venait m'en parler, ça paraissait déjà extraordinaire. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas y retourner, écrire une nouvelle histoire pour moi personnellement autour de ce projet, pour que quand on me parle de la Manche, ça me renvoie pas à tout ce qui me ramenait de pas très très sympathique de la première fois, mais d'écrire une belle histoire avec les personnes qui embarquent dans le projet. Enfin, tu vois, on se retrouve aujourd'hui à parler, s'il n'y avait pas eu cette nouvelle traversée, on serait pas là. Et de me dire, grâce à ça, en fait, de pouvoir montrer que avec des personnes qui sont fragilisées par un handicap, qui vivent en structure collective, qui peuvent pas travailler, comme par exemple toi, les collaborateurs que tu as avec Trèfle, il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité-là, et malgré tout, de leur permettre d'avoir un rôle dans le projet et du coup d'exister. Ouais, c'est canon. T'as des images un peu ou des vidéos de la traversée, la première ou pas? Ouais. Ok, on peut les diffuser? Ouais. On met quelques images de Cindy sur la première traversée. Bye Toto. Bye. C'est bon, mes lunettes, elles sont pas... Here we go! Comme prévu, le vent monte un petit peu. Il y a un peu de houle. 2h30 que Cindy nage. Voilà, Cindy est 5 heures de nage. Elle a toujours un super rythme. Elle a beaucoup de mal, elle n'arrive pas à se ravitailler. Il y a pas mal de houle et... Ok, après en te suivant, j'ai vu aussi que tu avais organisé un truc qui s'appelle l'Inclusive Cup. Si tu peux m'en dire plus, l'Inclusive Cup. Ouais. On hésite. En fait, donc j'ai regroupé dans un même événement tout ce que je fais depuis 20 ans. Donc, ce soit les actions de sensibilisation que je faisais avec l'association Différents comme tout le monde, les manifestations sportives adaptées à tout type de handicap avec Envol, et puis bon, d'autres types d'événements. Donc j'ai tout réuni sur l'Inclusive Cup. L'Inclusive Cup, en gros, c'est quoi? C'est de se dire, dans les structures médico-sociales, il manque de personnel, il y a beaucoup de turnover, et il y a de moins en moins de moyens dans les structures pour adultes. Je me suis dit, on va essayer de chercher quelque chose d'innovant, d'aller choper des entreprises pour leur permettre de vivre un team building, même si j'aime pas ce terme-là, mais en fait un événement qu'on co-organise ensemble. Et donc les collaborateurs de l'entreprise partagent un moment de sport, donc souvent ça peut être une randonnée, parce que ça permet de parler, etc., avec des personnes en situation de handicap, de structures médico-sociales qui sont autour de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'essaimer, donc on a fait la première étape à Narbonne, on fait une prochaine étape à Agde, et dans mon côté un petit peu, ma petite folie, je me dis, j'aimerais en fait qu'on arrive à partir du Gros du Roi, arriver à Cerbère, et à faire toute la côte méditerranéenne côté Occitanie, en faisant plein d'étapes comme ça, où on organise des Inclusive Cup. L'idée, c'est de créer du lien entre les personnes en situation de handicap et les collaborateurs d'entreprise, mais aussi des élèves qui participent aussi à l'événement. Au travers de l'outil Team Building pour fédérer les équipes entre elles, c'est ça? Exactement. Mais avec de l'impact, avec du sens. Voilà, parce qu'en fait, du coup, ils voient concrètement l'impact qu'ont leur engagement, puisqu'ils vivent à un moment avec ces personnes. Et ça marche super bien, parce que là, le premier partenaire qui était Veolia sur Narbonne, ils ont eu envie en fait de les revoir. Donc ils m'ont demandé lors d'un COMEX de réorganiser quelque chose. Ensuite, il y a eu une course à la Grande Motte, ils ont voulu recourir avec. Donc on voit que pour les collaborateurs des entreprises, ça a du sens, mais c'est surtout pour les personnes qui sont accompagnées en structure, elles n'attendent que ça, quoi. Veolia d'ailleurs, qui est une entreprise hyper impliquée dans la cause du handicap, on les voit très souvent dans leur prise de décision, sur de l'achat inclusif, sur la responsabilité. Ils dépassent le quota, je crois aussi. Enfin, ils sont hyper impliqués. Ouais. Je vois dans la région sud, donc le DG, c'est Olivier Sarlat. Ouais. Et il s'engage partout. Enfin, il est partout. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui, humainement, fait autant de choses pour plein de structures, plein d'associations, etc. D'ailleurs, je lui ai envoyé mon devis pour mettre une cantine trèfle dans les nouveaux locaux. Donc, Olivier, si tu passes par là et que tu vois mon devis traîner dans ta boîte mail, un petit corner trèfle de restauration, ça peut être sympa. Dans leurs nouveaux locaux. Dans leurs nouveaux locaux, c'est ça. Oui, c'est pour les nouveaux locaux. Voilà. Bon. Ouais, non, il est vachement engagé. C'est bien d'avoir des boîtes comme ça qui, en fait, font le travail au quotidien pour créer de l'emploi
et soutiennent les outils de sensibilisation. Et c'est très important de faire les deux et pas simplement de se cacher derrière l'outil de sensibilisation, le duo-OD, la semaine du handicap, où ce sont des petits micro-événements. Les personnes en situation de handicap, on le dit souvent, elles ont besoin, comme tout le monde, d'avoir un salaire, de se lever tous les matins avec un projet socio-professionnel. Enfin, ouais, il y a comme tout le monde, quoi. Et on ne peut pas simplement additionner les petits events, quoi. Il faut qu'il y ait les deux qui soient réunis. Et donc, c'est bien quand une boîte match à la fois l'emploi direct, l'emploi indirect, mais aussi les outils comme tu défends, toi, Inclusive Cup et autres. Bah ouais, parce qu'il y a donc les personnes que ce que tu fais, toi, avec Trèfle et ton entreprise adaptée, où les personnes en situation de handicap, elles ont besoin, surtout quand le handicap est un peu lourd, elles ont besoin d'entreprises qui leur permettent de travailler. Et il n'y en a pas assez. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont en incapacité de travailler. Il y a des personnes qui, on va dire, polyhandicapées, qui n'ont pas de code de communication verbale, qui sont dépendantes dans tous les actes de la vie quotidienne. Mais c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas envie de vivre et d'exister. Ouais, quoi. Et c'est vrai qu'avec les actions qu'on a pu mettre en place avec Veolia, grâce à Olivier Sarlat, on voit que finalement, ça a un impact pour les collaborateurs parce que ça les fédère, ça les motive, parce que ça a du sens, en fait, ce qu'ils ont pu mettre en place grâce à leur boîte. Et puis, pour les personnes qui sont bénéficiaires, on le voit sur leur visage, en fait, elles se sentent exister parce qu'elles ne sont plus transparentes, elles existent aux yeux de personnes qu'elles ne connaissaient pas jusque-là. Donc pour résumer, l'Inclusive Cup, ça reste un team building, mais qui a du sens et de l'impact, et qui crée un peu la diversité, la rencontre. C'est ça l'idée, c'est de mêler les deux, quoi. Une cause sociale avec un esprit fédérateur d'équipe. C'est ça, puis surtout un bon moment, quoi, où les gens sont heureux de partager un moment ensemble, mais surtout, l'idée, c'est que ça soit pas un one-shot. C'est-à-dire qu'on dit, on participe par exemple à l'Inclusive Cup de Agde, puis on se revoit plus. Non, c'est de se dire, on a passé un bon moment, comment on fait ensuite pour garder le lien ? Alors, on va pas dire à une entreprise toutes les semaines d'aller faire une randonnée avec sa amie à personnage, par exemple. Mais sur ce qui s'est passé par exemple, à Narbonne, il y a eu l'Inclusive Cup de Narbonne en mai. Ils ont voulu randonner avec les personnes qu'ils avaient rencontrées de la maison personnage de Castelnau-le-Lez au mois de novembre lors de leur COMEX. Et là, au mois de mars, ils recouraient avec eux sur une course à pied. Donc, même si c'est tous les 6 mois, c'est pas grave, en fait. L'essentiel, c'est de maintenir ce lien et que ça donne un objectif aussi à ces personnes qui sont accueillies en structure de se dire, dans 6 mois, on y retourne, quoi. C'est canon. Et pour tout ça, donc, ta traversée, c'est ton personal branding au service de cet événement. Ouais, exactement. Donc, du coup, sur le bonnet, il y aura marqué Inclusive Cup. Il y aura les différents sponsors. Et puis le logo de la traversée. Sinon, fais-toi tatouer Inclusive Cup ici, là, c'est comme ça. Plus avec ma peau bien blanche, je pense qu'avec le coup de soleil Inclusive Cup, je le garde à vie. J'ai même pas besoin de le tatouer, tu vois. Je bleu, l'ai blanc, au marqueur. Bleu, blanc, rouge. Mais là, en fait, sur le jour de la traversée, dans mon fantasme, on va dire, je rêverais en fait que ça permette de créer du lien. C'est pour ça qu'on va avoir des événements, notamment à la Gazette Café sur Castelnau, où l'idée c'est que pendant la traversée, même si c'est moins fun qu'une Coupe du Monde de foot, que les gens puissent se retrouver, puis suivre la trace et les lives qu'on fera, mais surtout finalement que des entreprises aient envie de faire partie d'une chaîne en fait où ils vont s'engager à participer ou à demander à la création d'une Inclusive Cup dans leur ville, qui n'est pas forcément d'ailleurs sur la zone Occitanie. Et plus je me dis, plus il y aura d'entreprises qui auront envie de faire partie de l'Inclusive Cup, plus ça veut dire qu'on va toucher de personnes qui sont en structure médico-sociale autour de la ville de l'entreprise, et plus on va pouvoir essaimer à grande échelle. Donc ça serait... Enfin, moi, mon rêve, ça serait de toucher la côte, d'arriver et qu'on me dise « il y a tant d'entreprises qui veulent y aller et qui veulent mettre en place des choses pour les personnes qui sont fragilisées par un handicap dans les structures. » Il faudrait voir si dans mes clients, il n'y a pas des personnes qui pourraient être intéressées par ça. Tu vois, comme nous, on a été choisis, entre autres, pour la question de la restauration de qualité dans l'entreprise, mais aussi pour nos valeurs et l'inclusion qu'on propose. Peut-être qu'il y en a qui peuvent être intéressés. Ce que j'aime avec les gens comme toi, c'est que tu en parles avec passion et on sent qu'il y a une profonde sincérité. De toute façon, on ne s'implique pas 20 ans dans une cause si on n'est pas sensible. Mais la question qui revient tout le temps, et moi aussi on me la pose à chaque fois, c'est pourquoi ? En fait, c'est quoi le lien avec le handicap pour toi ? Est-ce que c'est personnel ? C'est quoi le lien ? C'est pas du tout personnel. En fait, quand j'étais... Enfin, certainement dû à mon histoire de vie. Comment ? Bienvenue au club. Quand j'étais au lycée, j'hésitais entre faire éducatrice spécialisée, mais à la base plutôt au niveau social, et faire prof de PS. Sauf que j'étais dans un lycée, j'avais fait un bac sciences médico-sociales où il y avait que des nénettes, et je m'étais dit jamais de la vie je ferais prof de PS avec des filles qu'on leur règle toutes les semaines qui veulent pas aller en piscine ou qu'on peur de se péter un ongle en volet, quoi. Donc je sentais que je supporterais pas ça. Et donc j'ai découvert la filière activité physique adaptée en fac de sport.
je suis partie là-dedans. Et en cours de maîtrise, je suis rentrée dans une maison Perce-Neige à Castelnau-le-Lez, donc qui est la fondation qui avait été créée par l'Innoventura. Je connaissais pas du tout ce secteur, ni les personnes qui sont polyhandicapées, etc. C'était du handicap quand même très lourd. J'ai découvert ça avec eux. Et en fait, c'était mon appétence pour le côté aider les autres. Et en fait, en côtoyant les résidents de cette maison, je me suis rendu compte qu'ils ne rentraient pas dans les cases fédérales des sports adaptés et handisport. Donc, sport adapté plus déficience intellectuelle, handisport plus déficience physique ou sensorielle. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et c'est parti de là, en fait. C'est parti de, d'ailleurs, Samy, qui est tout le temps rendu avec Veolia maintenant, d'un autre résident, Samir aussi. Et on a échangé. Et du coup, j'ai commencé à créer une association, à créer Envol, pour se dire, puisque les choses sont pas adaptées à vous, on va faire en sorte, nous, d'adapter les choses à vous. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais, tu pars d'un constat, d'un besoin, et tu te dis, je vais m'impliquer sur ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça qu'on se rejoint tous les mois. Quand j'avais été appelé pour animer une commission handicap, au début, j'avais dit, je connais pas ce milieu, puis tu rentres dedans, tu t'impliques, tu te renseignes, tu te formes, et au fur et à mesure que tu te rends compte des besoins, de la discrimination, de la difficulté à l'emploi, en fait, tu as envie de t'impliquer davantage, et à un moment, tu passes à l'action encore beaucoup plus fort. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui a guidé mes pas dans ce changement d'activité pro, et je trouve justement qu'il faut pas forcément être à chaque fois touché personnellement pour une cause. Sinon, personne ne défendrait la biodiversité ou les baleines, parce que personne n'a un enfant qui a une baleine. Moi, j'ai pas de baleine, voilà. Non, mais en fait, les causes, elles doivent être défendues, même si on n'est pas personnellement touché. Sinon, c'est que de l'entre-soi et c'est que presque de l'égoïsme à la fin, si chacun doit faire ça. Donc, je trouve ça intéressant, tu vois, de partager ces valeurs-là et en tout cas de les défendre. Après, je pense que c'est l'histoire de personnes. Tu vois, si je reparle par exemple du fameux épouvantard qui était sur mon bateau la première fois, le handicap, il s'en sert. Il s'en sert et il en a rien à faire. Ouais. Là, c'est vraiment, il fait croire que. Il y en a beaucoup des gens comme ça qui font croire qu'ils sont experts en quelque chose, mais qui l'utilisent juste pour se donner une bonne image, tu vois, on le retrouve d'ailleurs dans des entreprises... Social washing, greenwashing. Exactement. Et il y a plein d'entreprises, il y a des entreprises qui le font ça. C'est dommage, parce que des fois, du coup, quand toi, tu as vraiment un engagement, on peut t'assimiler à ce genre de profil. Alors que finalement, je me rappelle quand on avait échangé la première fois que tu m'avais parlé quand tu pensais créer Trèfle, on sentait en fait que même si t'es pas issu du handicap, même si c'est pas ton milieu à la base et que t'es arrivé un peu là-dedans, qu'il y avait vraiment une réelle conviction et une envie de changer les choses. Je pense que ça dépend des valeurs qu'on porte en fait. Il y a vraiment, je pense, une histoire de valeurs parce qu'on se retrouverait, pourrait très bien s'impliquer aussi sur un même autre sujet qui nous plairait. Par exemple, j'en sais rien, tu parlais des baleines. Ouais, la biodiversité, il y a plein de sujets comme ça. Le climat, tu t'impliques dessus parce que tu sais que l'avenir va pas être assez beau, assez vert si on continue comme ça. Mais en réalité, c'est pas pour ça que tu as senti toi-même le changement climatique. Enfin, moi, quand je me suis impliqué pendant des années à réduire la flotte, et à changer l'organisation pour réduire de 36% les émissions de CO2, le lendemain, j'ai pas eu plus froid que la veille. Non, tu vois. Donc, mais tu sais qu'il faut le faire parce que tu fais le bien. Et donc, moi, j'aime les choses tangibles, tu vois, où tu dis, je m'implique là-dessus parce que ma vision de la vie et de l'avenir, c'est celle-là. Et en faisant ça, j'ai de l'impact qui est mesurable, qui est tangible et qui est sincère. Et c'est très souvent ce qui manque dans certaines boîtes. Alors, pas toutes, mais dans certaines boîtes où on est un peu à mettre une couche de vernis pour essayer de faire l'épouvantard. D'ailleurs, je vais me mettre en mode épouvantard. Tiens, je vais prendre ce rôle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour que ça ait de la valeur, tu as traversé la Manche, il faut qu'il n'y ait personne qui réussisse. Comme ça, ça te mettra un peu en avant. Ça montrera que tu es unique. Et donc, pour éviter que d'autres personnes aient envie de le faire, il faut que tu nous décrives ton entraînement. Parce que c'est dégueulasse comme entraînement. Il est terrible. Tu as des cernes. Tu dois grossir. Tu ressembles à un cachalot. J'ai changé l'angle de vision. Alors, moi, j'aimerais vraiment que tu nous dises c'est quoi l'entraînement, par quoi tu passes. Alors, je pense qu'in fine, ça va décourager du monde. Je pense que personne n'aura envie d'y aller. C'est quoi tes journées alors, tes semaines? Quand j'en parle en général, quand je m'entends, je me dis, je sais pas pourquoi j'y vais. Ou on te prend pour une mytho aussi ou pas? Non. Après, en fait, moi, je suis un peu noir-blanc, je suis pas trop gris, donc soit je m'entraîne à fond, soit je m'entraîne pas du tout. Donc sur ce genre de défi, c'est la même chose. On va sur des extrêmes. Donc là, l'entraînement en termes de prépa physique, par exemple, j'augmente crescendo. Donc je suis sur des blocs de 3 semaines. Et sur chaque bloc, on augmente. Donc par exemple, la semaine prochaine, je passe sur un bloc où je vais nager 30 bornes. Donc ça fait 100, 80, 50. Donc en fait, je vais nager 30 bornes. Ensuite, je vais nager 27, je crois. Et ensuite, du coup, je vais nager 15. En temps, tu peux juste préciser à peu près, moi je nage en gros à 3 km/h. Okay. Donc si je nage 30 bornes, ça me fait 10 heures de natation.
Alors, pas d'affilée, hein. Mais ce qui est pas. En fait, quand t'es jeune et que t'as 14-20 ans, c'est pas grand chose, tu vois. Tu te dis, mais à l'époque, moi, quand j'étais nageuse, je m'enfilais des séances et des séances. J'avais pas l'impression que c'était si dur. Mais là, à 38 ans, c'est beaucoup plus dur. Ouais, 44 surtout, ouais. Merci. En fait, t'es pas un épouvantard, tu vois. Changer de casquette. mais ouais, en fait, c'est. Donc, on augmente l'intensité. La durée, donc je me retrouve des fois à nager, par exemple, cette semaine, là j'ai nagé 7 bornes hier, 7 bornes avant-hier, je renage 7 bornes tout à l'heure. Là, je suis en piscine, mais bientôt on va passer en mer. Donc en mer, je vais recommencer à avoir froid. Donc là, c'est le moment où je jure tout ce que je peux quand je rentre dans l'eau parce que c'est froid, qu'elle va être à 13 et que faut que je réhabitue mon corps au froid. Donc il y a toute cette partie qui est fatigante aussi en termes d'énergie parce que tu dois avoir froid parce que tu es en maillot de bain et tu dois essayer de tenir le plus longtemps possible puisque notamment pour pouvoir aller faire ta traversée, il faut faire un 6 heures à moins de 16 degrés. Ouais. Donc la première fois, j'avais fait 6 heures à 13 degrés, donc tu vois, le corps s'habitue vraiment petit à petit. Donc il y a ce côté-là où, pour moi, ce qui est le plus dur, c'est le coup de pied aux fesses qu'il faut se mettre quand t'as pas envie, tu vois. Quand t'as tapé ta journée de boulot et qu'il faut encore que t'ailles nager, c'est compliqué. Ouais. Mais comment on peut arriver à grossir en faisant tout ça? Parce que moi, je fais la moitié du quart du dixième de ça, je perds 10 kilos direct. Comment on peut arriver... Parce que le froid, ça consomme énormément d'énergie. Je me rappelle quand je faisais un peu de nage hors saison, en mer, quand je rentrais, je dévalisais je sais pas combien de quantité de nourriture. Sans grossir, au contraire, je maigrissais. De 2, l'effort prolongé. Comment tu manges quoi tous les jours? Pas bien. Ah ouais? Si, en fait, il faudrait que je mange mieux. Ça, c'est une réalité. Mais au départ, sur la prépa, quand j'avais pas trop d'heures, j'arrivais à bien me faire à manger, à faire tous les groupes alimentaires qu'on m'avait dit qu'il fallait prendre, etc., à les prendre. Là, je suis tellement éclatée que je galère à bien me faire à manger. Et en fait, je mange quand j'ai faim. Donc, quand je sors de l'eau, je m'envoie des noix de cajou, des noix, des amandes, voire très calorique, très énergique. Voilà, voir un gâteau qui traîne que mes enfants n'ont pas mangé, tu vois. Ouais. Alors, par exemple, je fais attention, ce qui est très schizophrénant, parce que je râlais, parce qu'il me restait 8 kilos à perdre de la première traversée. Ouais. Et maintenant, je fais gaffe pour pas perdre ces 8 kilos, tu vois. Donc, j'avais acheté... Tu les as pas perdus, du coup? Non. Okay. Non. Mais par contre, bien, en fait, c'est paradoxal parce que j'ai pris en masse musculaire. Ouais. Parce que je m'entraîne beaucoup plus en préparation physique générale aussi. Parce que, du coup, pour répondre à ta question, j'ai aussi 3 séances de préparation physique générale d'une grosseur où je fais de l'haltéro, des squats, des machins, des trucs. Bon, bref, le truc que j'avais pas fait la première fois, par contre. Donc, j'ai pris beaucoup plus en densité musculaire. Mais je surveille quand sur ma balance et impédance métrie, là, je surveille aussi mon pourcentage de masse grasse. Et donc, je veille j'ai pas grand chose à faire, mais je fais attention quand même à pas perdre parce que là, je vais voir en retournant nager en eau froide, si je vois que je supporte moins le froid que la fois d'avant où j'étais plus grasse, potentiellement, même si j'en ai pas envie, il faudra que je prenne un peu de gras. Après... C'est un traumatisme pour le corps, parce que c'est contresens. En gros, tu fais beaucoup d'efforts, tu es dans un milieu, donc l'eau, qui demande beaucoup d'énergie, parce que c'est pas son milieu naturel, qui plus est froid. Donc ton corps, il a tendance à vouloir consommer des calories, à maigrir, et toi, tu dois grossir pour après l'effort, j'imagine, faire beaucoup moins d'efforts et remaigrir. Enfin, t'imagines? J'ai pas vraiment réussi à maigrir. Oui, mais c'est ton objectif, quand même. Donc, après, c'est deux trajectoires à contresens. Ouais, on malmène un peu le corps, ça c'est sûr. De toute façon, sur tous les trucs extrêmes, on ne veut pas dire qu'on est très sympathique avec notre corps. C'est pour ça que l'idée, c'est d'en prendre soin. Tu vois, je vais chez le kiné 1 fois par semaine pour qu'il me masse. Je fais une consommation de crème hydratante, mais c'est de folie à force d'être dans l'eau. L'idée, malgré tout, même si on le malmène, c'est de faire attention à lui quand même, parce que c'est notre moteur. Après, tu vois, sur cette prépa, je suis beaucoup plus solide. Je me sens plus... Parce que j'ai pu faire ce que je voulais aussi en préparation. Le mental aussi, le mental surtout. Ouais. Ah, le mental. L'environnement, le mental. Ouais. Alors, déjà, l'environnement, c'est-à-dire que mon environnement qui était très toxique me fatiguait énormément. Ouais. Là, j'ai l'impression d'avoir une énergie de dingue, même si j'ai des grosses cernes et que je suis fatiguée par moment. Mais j'ai une énergie de malade. Je pense que j'aurais été incapable de m'enfiler les entraînements que je m'enfile actuellement, plus mon activité professionnelle à côté, en 2022. C'était juste impossible. On espère que ça va marcher, ça. En tout cas, donc, résumé des entraînements. 30 heures de nage. 30 km. 30 km, pardon, oui. 10 heures de nage. Voilà, ça va monter jusqu'à 40. Mais sinon, ça va être entre une moyenne de 25 km, on va dire, par semaine.
Plus la PPG, tu disais, préparation physique générale. 3 heures, de 3 séances 3 de fois musculation. 1 heure. Ouais. Voilà, des étirements que j'ai tendance à pas faire. Combien de temps? Ça 10 minutes dépend. après chaque Je séance. suis censée faire plus, mais je ne fais pas assez en ce moment, j'avoue. Mais normalement, il faut que je me fasse au moins une demi-heure d'étirement par jour. Donc c'est un pack de combien d'heures au total par semaine? T'es sur quoi, 20 heures? Je suis, on va dire à 15 heures de natation, 15, 18, 15, ça va à 2, peu près ça, 20 heures. Et à côté de ça, la préparation mentale. C'est un gros mi-temps de sport. Ouais. Et en plus, avec de l'intensité, quoi. C'est ça. Enfin... Et la prépa mentale qui prend beaucoup de temps aussi. C'est-à-dire qu'au moins une demi-heure par jour, il faut que je fasse de la sophrologie. Concrètement? La sophro? Ouais. En fait, je me mets... mon préparateur mental, donc Luc Gégère, qui m'a d'ailleurs enlevé ma phobie des méduses, il a créé une méthode qui s'appelle NERTI, qui enlève les blocages émotionnels, les hyperactivités et les phobies. Et donc j'avais la phobie des méduses. Donc c'est un peu con quand tu nages en mer. En une séance, il m'a fait lever ma phobie des méduses. Donc maintenant, je peux nager au milieu des méduses qui sont pas urticantes sans problème. C'est fou ça, quelqu'un qui a peur des araignées, des souris, des rats ou des serpents. Ça marche, du feu de Dieu. Méthode NERTI, franchement, j'y croyais pas au départ. Et plusieurs fois, il m'a aidé avec cette méthode, quoi. Et c'est juste magique comme outil. On va mettre le lien là d'une explication de ça là. NERTI, N-E-R-T-I. Ok. Et donc Luc m'accompagne là-dedans, donc sur les séances de sophro. Tu as tout un protocole qui te fait mettre dans un état un peu entre la veille et le sommeil. Et du coup, tu travailles ce que tu as à travailler. Donc ça peut être la résistance au froid, ça peut être une douleur, ça peut être différentes choses. Donc ça, c'est à faire régulièrement pour que le cerveau s'habitue. Et puis toutes les semaines, j'ai des rendez-vous avec lui où on travaille sur mes failles. Donc quand tu bosses sur une prépa comme la Manche, en gros, toutes tes fragilités que tu pourrais peut-être travailler sur toute ta vie, tu les retrouves en intensif sur une façon courte parce que tout est exacerbé en fait. Et c'est ça qui est passionnant. Si tu travailles sur plein de trucs, grâce à des outils comme la méthode NERTI ou comme la sophro qui marche vachement bien, quoi. Eh ben, bon courage pour toutes ces préparations. Merci. Tout ça, donc pour l'objectif, c'est, comme tu l'expliquais, tu as des créneaux sur une semaine. Toi, c'est entre le 11 et le 17 juillet qu'on va pouvoir te retrouver sur cet événement. Et d'ailleurs, de maintenant jusqu'à la date fatidique, on espère que tu auras toutes les conditions, tu as créé, toi, un programme de plusieurs événements pour justement sensibiliser avant, pendant et même après. Tu peux nous donner un peu ton programme là et tout ce qui est... L'idée, c'est de commencer déjà à créer du lien, à faire se rencontrer les gens. Donc il y a 3 événements en amont à la Gazette Café. Donc un le 28 mars. La Gazette Café, c'est un petit café à Montpellier. Voilà. Qu'on peut suivre en ligne ou en physique ou qu'en physique. En fait, les gens peuvent venir, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et en même temps, il y a Radio Aviva qui est partenaire du coup de la traversée. Et plutôt que moi faire une Comment on salue Perla d'Ahan. Oui, voilà, c'est Perla, c'est avec Perla. Et donc, plutôt que moi le faire tout seul en mode conf, je trouve ça plus sympa dès que ce soit animé et d'inviter des gens. Donc, c'est Perla qui animera de Radio Aviva. Donc, ça sera aussi rediffusé sur Radio Aviva. Et l'idée, c'est d'inviter les gens, donc des personnes en situation de handicap qui sont en structure collective, qui bénéficient des actions que je mets en place pour eux depuis 20 ans, des éducateurs, des structures, des entreprises comme Veolia, par le biais d'Olivier Sarlat, qui viennent raconter pourquoi finalement ils soutiennent la traversée de la Manche, mais pourquoi aussi c'est leur premier partenaire dans Vide-Sens. Et puis mon équipe, donc que ce soit mon préparateur physique, mon préparateur mental, que ce soit les personnes qui seront présentes sur le bateau. L'idée, c'est de donner la parole à tout le monde sur plusieurs journées, donc le soirée de 18h à 19h, donc le 28 mars, le 19 juin. 19 juin sera plus axé sur les derniers moments avant de partir, sur la préparation, etc. Où là, il y aura la parole à mon préparateur mental, à mon préparateur physique. Et puis surtout, le jour de la traversée, de permettre aux gens de se retrouver. Donc, je ne sais pas comment Radio Aviva va animer ça, mais en tout cas, que ce soit un lieu de rassemblement où les gens peuvent se retrouver, boire un coup, papoter, suivre la trace, et moi me dire « Ah, il y a des gens qui sont réunis là, tu continues, t'arrêtes pas !» Et peut-être aussi sur les maisons, sur Castelnau, les maisons de proximité de la ville de Castelnau, on est en train c'est en pourparlers pour pouvoir le mettre en place aussi. Et au retour, d'organiser le 19 septembre, de refaire une soirée où là on pourra partager ce qu'on a vécu, comment c'était, etc. Puis peut-être aussi juste après le retour, mais en tout cas ça c'est les soirées qui sont organisées à la Gazette Café.
Alors les gens qui nous regardent sont un peu partout en France, il y en a même certains qui regardent au Canada, j'ai vu. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien, un site, un endroit ou un réseau social sur lequel on peut tout suivre sans forcément se déplacer, puisque tout le monde n'est pas d'ici? C'est quoi? T'as un endroit où on Ouais, peut se retrouver? sur Envie de Sens, on Envie de Sens, relaiera ouais. tout. D'ailleurs, même la trace du bateau pendant la traversée. On dit tout, on mettra tout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce Ouais. soit sur Instagram ou sur Facebook. On mettra des lives réguliers pendant la traversée, on mettra la trace, on mettra aussi les liens via les soirées à la Gazette Café. Enfin, voilà, c'est vraiment là où on peut retrouver toutes les infos, ça sera sur les réseaux. Ok, bon, on mettra le lien en description pour que vous puissiez le retrouver. Et l'objectif 11-17 juillet, et après tu vas organiser quelque chose sur un autre événement en septembre, je crois aussi. Ouais. Que tu ailles au bout ou pas? Ouais. Ouais. Bah ouais, alors si j'étais au bout, je vais aller au bout comme j'aurais été au bout. Préparation mentale, faut faire attention à la formulation. C'est pas mon fort, moi, ça. Je suis tellement réaliste, tu vois. Tout le monde me dit, ouais, ton truc, ça va marcher, trèfle, c'est génial, il y a une vraie attente. Enfin, nous, on remplace les frigos connectés, donc... Mais en fait, moi, j'ai dit, oui, possiblement. Enfin, tu vois, j'arrive pas, moi, à me dire, ouais, c'est sûr, j'arrive pas à être dans cette dynamique. Ce qui m'empêche pas de m'arracher tous les jours pour y arriver, tu vois. Je suis pas dans cet esprit, tu sais, où... Mais en fait, moi, je ne pense pas. Enfin, la raison me ferait partir en panique. Ouais. Tu vois, si je commence à raisonner sur ce que c'est vraiment, on est tous différents. Finalement, t'y vas pas. Ouais. Là, en fait, mais c'est la grâce à la prépa mentale. Ouais. Parce que avant ma première traversée, ça me paniquait en fait de penser à la traversée. Mais mon préparateur mental m'a amené à ça, en fait, à me détacher. Je visualise, j'y vais, je suis consciente des difficultés, mais je me projette pas dans l'échec. Il peut arriver, la preuve, il est arrivé la première fois. Ouais. Donc là, pareil, le fait de me dire, bon, bah, on programme des événements après, c'est aussi une source de moteur. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de faire les choses pour les autres. Donc, si j'y vais juste pour moi, franchement, j'y arriverai pas. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as pas d'ego, donc du coup, tu vas pas... J'en ai, mais, oui, mais pas pour ça. C'est pas ça qui va te faire arriver au bout. Quoi. Non, que si je me dis, il y a des gens qui se déplacent, qui sont réunis, qui sont derrière, qui sont en train de regarder ça derrière, voilà, qui dorment pas parce que machin. Non, mais continue quoi. Tu vois, c'est ça, le fait de savoir qu'il y a des gens derrière. Excellent. Je peux pas arrêter. C'est en fait quelque part, si les gens s'approprient le projet. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui regarderont ton podcast et qui diront mais moi j'ai une idée. Bah ouais, c'est vous du truc quoi. S'ils ont envie d'organiser des trucs au sein de leur entreprise pour suivre le projet, s'ils ont envie ensuite de venir le jour où on se retrouve tous ensemble après, bah c'est vachement bien. Et au final, peu importe que j'ai réussi ou que je suis allé au bout ou pas au bout, l'idée sera quand même de se retrouver parce que il y aura des belles choses à raconter quoi qu'il arrive quoi. Bien sûr. Et j'imagine que comme tout challenge ou tout événement, tu as besoin d'un peu de soutien d'entreprise. Comment on peut t'aider si on veut te soutenir? Alors il y a les soutiens comme ce qu'on fait ensemble là, le fait de pouvoir faire parler du projet. Donc te suivre sur les réseaux, on mettra le lien de tous tes réseaux, partager, encourager, c'est ça, c'est la première action qu'on peut faire qui est gratuite d'ailleurs. Exactement, okay. Et puis du coup donner l'envie peut-être à des entreprises de pouvoir participer à des actions qu'on met en place avec Envie de Sens, parce que c'est quand même là le but, hein, c'est de faire connaître les actions et puis pour les personnes en situation de handicap qui sont en structure collective. Et puis on a aussi besoin d'argent pour financer le projet, parce que ça coûte un bras entre le bateau, l'association anglaise qui finance ça. Mes préparateurs sont bénévoles pour le moment, mais c'est vrai que je trouverais ça quand même normal à un moment donné de les rémunérer. Il y a le déplacement de l'équipe, il y a les logements là-bas, donc pour le moment on a Veolia qui est le premier partenaire, mais c'est vrai qu'on a besoin d'autres partenaires pour pouvoir finaliser le budget. Et donc s'il y a des entreprises qui veulent soutenir le projet, avoir leur logo sur le suite, bon pas sur le maillot de bain, il n'y a pas assez de place, mais en tout cas... Le suite de l'arrivée. Le suite de l'arrivée. C'est ça qui compte. Et du départ aussi. Ouais, et du départ, c'est ça. Et ok, utiliser aussi l'image de l'événement, le relayer, voilà. Ouais. Nous ensuite on transmet toutes les infos. Après l'entreprise l'utilise comme il en a envie. L'idée en fait c'est vraiment, j'ai envie que cette traversée chacun puisse l'utiliser comme il a envie de l'utiliser en fait, et que ça serve un projet commun. Mais c'est pas mon projet, c'est pas ma traversée. D'ailleurs sur mon bonnet c'est écrit on traverse à Mont-Saint-Nage. C'est que moi toute seule je fais rien, et s'il y a pas des gens qui suivent derrière, pas pour me suivre moi Cindy Le Falaire en fait, on s'en fout. C'est le projet qu'il y a autour pour le porter tous ensemble quoi. En tout cas, on te souhaite de réussir. Je suis pas sûr qu'on ait donné envie à des gens de faire et de te suivre. Mais en tout cas, j'espère qu'on a donné envie à des gens plutôt de te suivre au sens figuré, sur les réseaux, partout, et même sur la petite application suivie. Moi, GPS, là, je trouve ça génial de mettre ça sur la télé, là. Tu vois, en boucle qui tourne, ça serait canon. Et voilà, je te remercie pour ce partage. Je pense qu'on a appris pas mal de choses.
Moi, j'ai découvert vraiment ce que c'était une traversée de la Manche grâce à toi, grâce à tous tes témoignages. Et voilà, j'espère que tu vas réussir de tout cœur. Et puis, on se retrouve sur ces événements, soit sur la radio, soit en physique, puisqu'on n'est pas loin. Et voilà, un petit mot pour la fin. Un grand merci. Et puis, je crois que Trèfle et puis Envie de Sens, on partage les mêmes valeurs. Et justement, de mettre en place des synergies communes, ça montre que finalement, grâce aux personnes en situation de handicap, contrairement à ce qu'on croit, c'est eux qui nous apportent plus que ce qu'on leur apporte. Ok. Encore une fois, tous mes vœux de réussite. Pensez à liker cette vidéo, en tout cas à relayer, à la partager, comme ça donnera toujours plus de force et de soutien, à la fois à Cindy, mais aussi à notre cause et à la défense du droit des personnes handicapées. À bientôt, au revoir.